Partie 1. La lumière matinale filtrait à travers les immenses fenêtres du manoir de Beauchesne, projetant de longues ombres sur les sols de marbre où Éléonore Beaumont s'agenouillait, les mains rougies par le frottement. Elle était arrivée dans cette demeure palatiale 3 semaines auparavant, n'emportant qu'une sacoche de cuir usé et le poids des circonstances qui l'avaient chassée de sa vie antérieure de gouvernante auprès des enfants d'une famille de marchands en faillite. Le poste de femme de chambre était indigne de son éducation, mais l'orgueil était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Éléonore possédait cette qualité particulière que la société jugeait quelconque, un visage ordinaire qui n'invitait ni regards insistants, ni conversations chuchotées. Ses cheveux bruns étaient perpétuellement attachés en un chignon sévère. Ses yeux gris reflétaient une intelligence discrète qui passait largement inaperçue, et sa silhouette élancée se déplaçait dans les grands couloirs avec l'invisibilité pratiquée de la classe servante. Elle avait appris à travers des années de dure nécessité que l'anonymat était souvent la plus grande protection d'une femme. Le maître du manoir de Beauchesne, Damien Dubois, était un homme dont la simple présence commandait l'attention d'une manière dont celle d'Éléonore ne le pourrait jamais. À 32 ans, il avait hérité non seulement d'une fortune mais d'un empire, des entreprises technologiques qui s'étendaient sur plusieurs continents, des investissements immobiliers qui redessinaient les horizons urbains et une réputation d'homme d'affaires impitoyable qui rendait même ses concurrents méfiants. Ses cheveux noirs étaient toujours impeccablement coiffés, ses yeux gris acier semblaient calculer la valeur de tout ce qu'ils observaient, et sa silhouette grande et imposante se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais connu le besoin véritable ou l'incertitude. Pourtant, sous ce vernis de réussite se cachait un homme tourmenté par l'isolement même que sa richesse avait créé. Damien avait érigé des murs autour de lui aussi sûrement qu'il avait bâti sa fortune, ne faisant entièrement confiance à personne, considérant chaque relation à travers le prisme de ce que les autres pourraient espérer tirer de ses richesses. Il ne s'était jamais marié, malgré le défilé constant de femmes éligibles qui lui étaient présentées lors des réunions mondaines, des créatures belles et accomplies qui souriaient trop brillamment et acquiesçaient trop facilement à chacune de ses paroles. En ce matin particulier, alors qu'Éléonore travaillait dans la grande bibliothèque époussetant soigneusement les volumes reliés de cuir qui tapissaient les murs du sol au plafond, elle prit conscience de voix qui dérivaient à travers la porte partiellement ouverte. Monsieur Dubois recevait des invités dans le salon adjacent, d'autres titans de l'industrie dont le rire portait la trace acérée d'hommes habitués à se moquer des malheurs d'autrui. « Je te le dis, Dubois, cela ne peut pas se faire », dit la voix de Marc Auclair, un magnate du transport maritime dont la fortune avait été bâtie sur le dos d'ouvriers sous-payés et de contrats gouvernementaux favorables. Aucune femme ne peut résister longtemps à l'attrait de la richesse. Elles sont toutes identiques sous leur protestation de vertu et d'indépendance. « Tu plaisantes, j'espère », répondit une autre voix, appartenant à Théodore Perrin, dont l'empire pharmaceutique l'avait rendu riche, tout en privant de médicaments vitaux ceux qui ne pouvaient pas payer ses prix. Même la créature la plus ordinaire, dans les circonstances les plus humbles, sauterait sur l'occasion de partager le lit d'un millionnaire. C'est la simple nature humaine. La main d'Éléonore s'immobilisa sur la tranche d'un recueil de poésie, son souffle se coupant lorsqu'elle reconnut le cruel divertissement que ces hommes faisaient de la gent féminine. Elle avait déjà été témoin de telles conversations, mais jamais elle ne s'était trouvée en position de surprendre un rejet aussi cavalier de l'intégrité de tout son genre. La voix de Damien, lorsqu'elle s'éleva, portait une note qu'Éléonore ne pouvait pas tout à fait identifier, peut-être de la lassitude, peut-être du défi. « Vous parlez avec une telle certitude, messieurs. Pourtant, je me demande si votre cynisme ne provient pas des cercles particuliers dans lesquels vous évoluez. Peut-être que toutes les femmes ne sont pas si mercenaires. Allons, Dubois, ricana Auclair. Tes notions romantiques ne te font pas honneur. Souhaiterais-tu mettre ta théorie à l'épreuve ? Quelle sorte d'épreuve ? » La question fut posée calmement, mais Éléonore perçut le courant dangereux dans le ton de son employeur. « Choisis n'importe quelle femme aux moyens modestes et à l'apparence ordinaire, » suggéra Perrin, s'échauffant sur son thème. « Courtise-la comme tu le ferais pour n'importe quel autre, mais ne révèle rien de ta situation réelle. Laisse-la croire que tu n'es qu'un homme au revenu moyen. Si elle accepte ta proposition dans ces conditions, alors tu auras prouvé ton point. Et si elle ne l'accepte pas, alors tu admettras que toutes les femmes sont motivées par des considérations matérielles, et tu feras don de 100 000 € à chacune de nos œuvres de charité préférées. » La voix d'Auclair portait le ton satisfait d'un homme certain de sa victoire. Éléonore se rapprocha de la porte,
son cœur s'emballant devant les implications de ce qu'elle entendait. Ces hommes pariaient sur l'âme même des femmes, traitant le lien sacré du mariage comme une simple transaction commerciale à manipuler pour leur amusement. Les termes semblent plutôt unilatéraux, observa Damien. Qu'est-ce que je gagne si votre cynisme s'avère infondé? La même somme de chacun d'entre nous, répondit Perrin. Mais plus que cela, la satisfaction de savoir que l'affection sincère existe encore dans ce monde mercenaire. Le silence s'étira suffisamment longtemps pour qu'Éléonore commence à espérer que M. Dubois refuserait une proposition aussi dégradante. Elle l'avait observé de loin pendant ses semaines d'emploi, notant les moments où sa façade publique glissait pour révéler quelque chose de plus vulnérable en dessous. Sûrement qu'un homme qui gardait des volumes de poésie dans sa bibliothèque personnelle, qui s'arrêtait parfois pour regarder le lever du soleil à travers les fenêtres de son bureau, possédait trop d'honneur pour s'engager dans un jeu aussi cruel. « Très bien », dit la voix de Damien, et Éléonore sentit son monde basculer sur son axe. « J'accepte votre pari, mais je choisis ma propre candidate. »« Excellent !» s'exclama Auclair. « Et qui pourrait bien être ce parangon de vertu féminine ?» La pause qui suivit sembla s'étirer jusqu'à l'éternité. Éléonore se retrouva à retenir son souffle, comme si l'acte même de respirer pouvait influencer les mots sur le point d'être prononcés. « Ma femme de chambre, Éléonore Beaumont. » Le livre dans les mains d'Éléonore tomba au sol avec un bruit qui sembla résonner dans la vaste bibliothèque comme un coup de tonnerre. Son visage brûlait d'un mélange d'humiliation et de fureur tandis que les implications la submergeaient. Elle n'allait être rien de plus qu'un sujet de test dans leur cruelle expérience, un spécimen de laboratoire pour prouver ou réfuter leur théorie sur la nature féminine. La petite souris insignifiante, le rire de Perrin était cruel et tranchant. « Dubois, tu nous facilites presque trop la tâche. Cette créature épouserait un ramoneur s'il lui promettait un toit au-dessus de sa tête. » Les mains d'Éléonore se serrèrent en poing à ses côtés. La petite souris insignifiante avait une éducation universitaire, parlait couramment 3 langues et avait géré les comptes du ménage pour son précédent employeur, avec plus de compétences que beaucoup d'hommes dans des positions similaires. Mais à quoi servèrent les accomplissements quand la société l'avait déjà déclaré sans valeur uniquement sur la base de ses traits quelconques et de sa bourse vide? « Nous verrons », fut tout ce que répondit Damien. Mais quelque chose dans son ton fit frissonner Éléonore malgré la chaleur du soleil matinal qui traversait les fenêtres de la bibliothèque. Alors que les invités prenaient en congé, leur voix s'estompant dans les corridors de marbre, Éléonore resta figée près des imposantes étagères. Le volume qu'elle avait laissé tomber gisait ouvert à ses pieds, ses pages affichant un poème d'Elizabeth Barrett Browning. « Comment t'aimais-je? Laisse-moi compter les façons. » L'ironie était presque insupportable. Elle prit conscience de pas approchant de la porte de la bibliothèque et s'agenouilla rapidement pour récupérer le livre tombé, espérant paraître occupée par ses tâches. Mais lorsque la porte s'ouvrit complètement, elle se retrouva à regarder dans les yeux gris acier de Damien Dubois lui-même. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Éléonore resta à genoux, serrant le recueil de poésie contre sa poitrine comme un bouclier, tandis que Damien l'étudiait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé ses doigts, et il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait l'incertitude, une qualité qu'elle n'avait jamais associée à son redoutable employeur. « Mademoiselle Beaumont », dit-il finalement, sa voix ne portant rien de son autorité habituelle. « Je me demande si je pourrais vous parler en privé. » Éléonore se leva lentement, terriblement consciente de sa simple robe grise, de ses mains rugueuses par le travail, de la mèche rebelle qui s'était échappée de son chignon. À côté de son apparence impeccable, elle se sentait en tout point la petite souris insignifiante que ses invités avaient étiquetée. « Bien sûr, monsieur », répondit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Bien que je doive mentionner que je n'ai pu m'empêcher d'entendre des portions de votre conversation à l'instant. » Quelque chose passa sur ses traits, de la surprise peut-être, ou du calcul. « Je vois. Et qu'avez-vous précisément entendu ?» Éléonore releva le menton, puisant dans des réserves de dignité qu'elle ne se connaissait pas. Suffisamment pour comprendre que je dois être le sujet d'une sorte d'expérience. Un pari, je crois, concernant la nature mercenaire des femmes. Damien s'approcha, et Éléonore capta l'odeur de son eau de Cologne. Quelque chose de cher et de masculin qui accéléra son pouls, malgré sa colère. Sa taille la forçait à incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel, la plaçant dans une position désavantageuse qu'elle soupçonnait être entièrement intentionnelle. « Vous désapprouvez », observa-t-il, bien qu'il ne fût pas clair s'il s'agissait d'une question ou d'une affirmation.
Je trouve curieux, répondit prudemment Éléonore, que des hommes qui n'ont jamais connu le besoin jugent si sévèrement ceux qui l'ont connu. Il faut peu de vertu pour rester honorable quand sa vertu n'a jamais été véritablement mise à l'épreuve. Les mots restèrent suspendus entre eux comme un défi. Éléonore regretta immédiatement son audace. Les domestiques qui parlaient si librement à leurs employeurs restaient rarement employés longtemps. Mais quelque chose dans l'expression de Damien suggérait que son honnêteté avait touché une corde sensible plutôt que de l'offenser. « Vous parlez comme quelqu'un qui a personnellement fait l'expérience d'une telle mise à l'épreuve », dit-il doucement. Éléonore pensa au poste de gouvernante qu'elle avait perdu lorsque le fils de son employeur avait tenté de lui imposer ses attentions, aux recommandations qui ne s'étaient jamais concrétisées, aux nuits où elle était restée affamée, plutôt que d'accepter le genre de protection offert par des hommes qui considéraient sa situation comme une opportunité. Mais de telles confessions n'étaient pas destinées aux oreilles des employeurs, quelle que soit la directivité de leurs questions. Je parle en tant que personne qui a observé le monde avec des yeux clairs, monsieur. Rien de plus. Damien commença à parcourir la bibliothèque, les mains croisées derrière son dos. Éléonore resta immobile, incertaine si elle était censée retourner à ses tâches ou attendre la déclaration qu'il se préparait à faire. « Mademoiselle Beaumont, dit-il enfin, se tournant pour lui faire face à nouveau, je me trouve dans une position inhabituelle. Mes amis ont fait certaines suppositions sur votre caractère et sur le caractère des femmes en général que je crois infondées. J'aimerais leur prouver qu'ils ont tort. Et comment proposez-vous de faire cela, monsieur ? En vous offrant quelque chose qu'aucune femme aux inclinations mercenaires ne pourrait refuser. Le mariage avec un homme d'une richesse considérable. Le souffle d'Éléonore se bloqua dans sa gorge. Même en sachant ce qui allait venir, entendre les mots prononcés à voix haute envoya des ondes de choc à travers son système. Je vous demande pardon. Vous avez bien entendu. Je suis prêt à vous offrir le mariage, mademoiselle Beaumont. Ma main, mon nom, et tous les avantages sociaux et financiers qui les accompagnent. Le livre de poésie dans les mains d'Éléonore semblait devenir plus lourd. Et en retour, rien de plus que votre réponse honnête. Accepterez-vous, sachant que le mariage avec moi vous élèverait bien au-delà de votre situation actuelle? Ou refuserez-vous, prouvant que toutes les femmes ne peuvent pas être achetées avec la promesse de richesse et de statut? Éléonore le dévisagea, cherchant un signe que c'était une plaisanterie élaborée, mais son expression restait sérieuse, presque grave, alors qu'il attendait sa réponse. « Vous me demandez de vous épouser, dit-elle lentement, afin que vous puissiez gagner un pari avec vos amis sur la question de savoir si je suis une chasseuse de fortune. C'est une façon de voir les choses. Quelle autre façon y a-t-il » Damien resta silencieux si longtemps qu'Éléonore commença à penser qu'il ne répondrait pas. Quand il parla finalement, sa voix portait une étrange note de vulnérabilité. « Peut-être suis-je fatigué d'être entouré de personnes qui ne voient que mon compte en banque quand elles me regardent. Peut-être suis-je curieux de savoir ce que ça fait d'être désiré pour autre chose que ce que je peux offrir. » La confession resta suspendue entre eux comme un pont qu'aucun des deux ne savait comment traverser. Éléonore se surprit à étudier son visage avec un regard neuf, voyant au-delà des traits séduisants et des vêtements coûteux quelque chose de plus solitaire qu'elle n'avait imaginé possible. « Mais vous ne seriez pas vraiment désiré pour vous-même, » fit-elle remarquer doucement. « Vous me tromperiez sur votre situation. Comment l'affection que je pourrais développer pourrait-elle être authentique si elle est fondée sur le mensonge ? C'est, dit Damien, exactement ce que je me suis dit quand mes amis ont proposé ce pari. Pourtant me voici, vous faisant cette offre malgré tout. » Éléonore se dirigea vers l'une des fenêtres de la bibliothèque, contemplant les jardins parfaitement entretenus qui s'étendaient à perte de vue. Quelque part au-delà de ces jardins se trouvait le monde qu'elle avait connu avant de venir au manoir de Beauchêne. Un monde d'incertitude constante, de choix entre fierté et survie, où elle se rendait invisible pour éviter l'attention indésirable. « Que me feriez-vous croire concernant votre situation ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Que je suis Damien Dubois, un cadre moyen dans une entreprise technologique. Que je loue un modeste appartement en ville et conduis une voiture fiable mais sans prétention. Que je peux vous offrir une vie confortable mais pas luxueuse. » Éléonore sourit presque à la simplicité transparente de la tromperie. « Et vos amis, que deviennent-ils dans cette vie fabriquée ? Des relations d'affaires, rien de plus. » Elle se tourna alors pour lui faire face, remarquant comment la lumière matinale adoucissait ses traits sévères. « Vous vous rendez compte, bien sûr, que cette proposition entière est fondamentalement malhonnête. Oui, et que vous me demandez d'entrer dans le plus sacré des liens humains sous de faux prétextes. Oui, et que peu importe ma réponse,
vous aurez prouvé quelque chose à votre satisfaction. Soit que je suis aussi mercenaire qu'il le croit, soit que je suis assez naïve pour être manipulée par les jeux d'un homme riche. La mâchoire de Damien se crispa. Je n'avais pas considéré la question sous cet angle. Alors permettez-moi de vous suggérer d'y réfléchir davantage. Éléonore posa soigneusement le volume de poésie sur une table proche et lissa sa jupe. Je dois retourner à mes tâches maintenant, monsieur. L'argenterie doit être polie avant le déjeuner. Elle avait presque atteint la porte quand sa voix l'arrêta. Éléonore. L'utilisation de son prénom, prononcé de cette voix basse et captivante, envoya un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Je vous ai fait cette offre en toute bonne foi », continua-t-il. « Mais je réalise maintenant que j'ai été injuste envers vous. Si vous souhaitez refuser, je comprendrai parfaitement. Votre position ici ne sera pas affectée par votre décision. » La main d'Éléonore reposait sur la poignée de la porte tandis qu'elle considérait sa réponse. La chose intelligente, la chose sûre, serait de refuser et de prétendre que cette conversation n'avait jamais eu lieu. Elle pourrait continuer son travail, percevoir son salaire et peut-être finir par trouver un poste dans une famille qui valoriserait son éducation et son expérience. Mais alors qu'elle se tenait là, quelque chose s'éveilla en elle, une étincelle de l'esprit aventureux qui l'avait conduite à accepter le poste de gouvernante en premier lieu, malgré la connaissance des risques qu'une jeune femme affrontait dans de telles circonstances. C'était peut-être de l'orgueil, ou peut-être de la curiosité, mais elle se surprit à vouloir voir comment ce jeu étrange se déroulerait. « Je vais considérer votre offre, » dit-elle sans se retourner, « mais j'exige une condition. » « Laquelle ? Que vous me courtisiez correctement, comme vous le feriez pour toute femme que vous souhaiteriez sincèrement épouser. Pas de tromperie au-delà de la question de vos finances. Pas de jeu à l'intérieur de jeu. Si je dois faire un choix honnête, je dois bénéficier d'une cour honnête. » Le silence s'étira si longtemps qu'Éléonore commença à penser qu'il avait quitté la pièce. Puis doucement, vint sa réponse. « D'accord. » Éléonore hocha la tête une fois et quitta la bibliothèque, son cœur battant à tout rompre devant l'ampleur de ce qu'elle venait de mettre en mouvement. Alors qu'elle se dirigeait vers les cuisines, elle passa devant un miroir et aperçut son reflet, le même visage ordinaire, la même robe simple, la même silhouette quelconque qui avait provoqué un rire si cruel de la part des invités de Damien. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé, quelque chose qui parlait de courage, ou peut-être de folie, elle n'en était pas encore certaine. Dans la bibliothèque derrière elle, Damien se tenait seul parmi les milliers de volumes, fixant la porte par laquelle Éléonore avait disparu. Il s'était attendu soit à une acceptation immédiate, soit à un refus catégorique, pas à cette considération mesurée qui suggérait une profondeur qu'il n'avait pas anticipée. Pour la première fois depuis qu'il avait accepté le pari de ses amis, il se demanda s'il comprenait vraiment ce qu'il avait mis en mouvement, ou si Éléonore Beaumont pourrait s'avérer être bien plus que la petite souris insignifiante que n'importe lequel d'entre eux avait imaginé. Partie 2. 3 jours passèrent avant que Damien n'approche Éléonore à nouveau, et elle avait commencé à se demander si leur extraordinaire conversation n'avait été rien de plus qu'un rêve particulier provoqué par trop d'heures passées à épousseter la poésie romantique qui remplissait sa bibliothèque. Elle vaquait à ses tâches avec une efficacité exercée, polissant l'argenterie jusqu'à ce qu'elle brille comme des miroirs, arrangeant les fleurs du conservatoire dans des vases en cristal, et maintenant l'apparence immaculée que le manoir de Beauchêne exigeait de tous ceux qui vivaient entre ses murs. Pourtant, elle se surprit à être hyper consciente de chaque bruit dans les couloirs, de chaque pas qui pourrait annoncer son approche. Lorsque l'intendante, Madame Hervé, l'informa qu'elle devait prendre son repas de l'après-midi dans la salle des domestiques, plutôt qu'à la cuisine, Éléonore ressentit un frémissement d'anticipation qu'elle ne pouvait pas entièrement réprimer. La salle des domestiques au manoir de Beauchêne était un monde en soi, régi par des hiérarchies aussi rigides que n'importe quelle cour aristocratique. Madame Hervé régnait en maître, ses cheveux gris parfaitement coiffés sous une coiffe en dentelle, sa robe noire impeccable malgré les exigences de la gestion d'un personnel domestique de près de 30 personnes. En dessous d'elle, le majordome, la cuisinière et la femme de chambre personnelle occupaient des positions d'autorité considérables, tandis que les valets de pied, les femmes de chambre et le personnel de cuisine occupaient les échelons inférieurs de cette société soigneusement ordonnée. Éléonore, en tant que membre le plus récent et le moins gradé de la maisonnée, prenait généralement ses repas dans la solitude à l'extrémité de la longue table en chêne. Mais en cet après-midi particulier, elle se retrouva l'objet d'un examen intense de la part de ses collègues,
leur conversation mourant en chuchotement à son entrée dans la salle. Mademoiselle Beaumont, la voix de Madame Hervé portait l'autorité de quelqu'un habitué à l'obéissance absolue. Vous devez vous présenter au petit salon après avoir terminé votre repas. Le maître souhaite vous parler. Une inspiration collective parcourut le personnel assemblé. Dans le monde rigide des étages inférieurs, être convoqué par le maître était soit un présage de licenciement rapide, soit, dans des cas plus rares, d'avancement inattendu. Éléonore hocha calmement la tête, bien que son pouls s'accélérât d'anticipation. « Pardonnez-moi, Madame Hervé », hasarda Marie, l'une des femmes de chambre. Mais Mademoiselle Beaumont est-elle dans une sorte d'ennui? L'expression de l'intendante resta impassible. Ce n'est pas à nous de spéculer. Nous servons cette maison en maintenant des limites appropriées et en nous occupant de nos propres tâches. Mais Éléonore capta les regards curieux qui la suivirent alors qu'elle se dirigeait vers la table, et elle sentit le courant sous-jacent des commérages qui circuleraient sans doute à travers les quartiers des domestiques une fois qu'elle serait partie. Dans une maison aussi vaste que le manoir de Beauchêne, l'intimité était un luxe réservé uniquement à ceux qui étaient suffisamment riches pour l'acheter. Le petit salon, lorsqu'Éléonore y entra précisément à l'heure fixée, semblait conçu pour souligner le gouffre immense entre employeurs et domestiques. Le papier peint en soie dans des tons de crème et d'or reflétait la lumière de l'après-midi, tandis que des tapis turcs étouffèrent ses pas sur les planchers de bois poli. Damian se tenait dos à elle, contemplant les jardins formels où des ponts se pavanaient parmi les taupières parfaitement entretenues. Il avait troqué son costume habituellement impeccablement taillé contre des vêtements bien faits, mais décidément moins élégants. Un pantalon sombre, une chemise blanche ouverte au col, et une veste en laine qui semblait avoir été achetée dans une boutique respectable mais sans prétention. La transformation était subtile mais efficace, créant l'impression d'un homme qui gagnait sa vie par un travail honnête plutôt que par une fortune héritée. « Mademoiselle Beaumont », dit-il sans se retourner. « Merci d'être venue. Je suis à votre service, monsieur, » répondit-elle, bien que quelque chose dans son ton suggéra que les mots portaient des significations au-delà de leur politesse superficielle. Il se tourna alors, et Éléonore fut frappée par la façon dont les vêtements plus simples le rendaient en quelque sorte plus abordable, moins intimidant que la figure imposante qui parcourait habituellement les couloirs de Beauchêne. Pourtant, ses yeux conservaient leur intelligence perçante, et elle se rappela que cette apparence plus douce était aussi calculée que tout le reste dans cette étrange cour. « J'ai réfléchi à notre conversation, » dit-il, se dirigeant vers un fauteuil près des fenêtres et lui faisant signe de prendre le siège en face. « Aux conditions que vous avez énoncées. » Éléonore resta debout. « Vraiment ? S'il vous plaît, asseyez-vous. Ce que j'ai à dire prendra un certain temps. » Elle se percha sur le bord du fauteuil indiqué, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. La posture d'une femme préparée à n'importe quel coup qui pourrait tomber, nota Damian avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Je réalise que je vous ai placé dans une position impossible, » commença-t-il. « Je vous demande de faire confiance à un homme qui a déjà admis la tromperie, d'envisager le mariage avec quelqu'un dont vous ne pouvez pas connaître la vraie nature. Et pourtant vous persistez à demander. » En effet, il se pencha légèrement en avant, et Éléonore capta à nouveau ce parfum d'eau de Cologne coûteuse qui semblait si en contradiction avec sa tenue plus modeste. « Mais je souhaite modifier les termes de notre arrangement. » Le pouls d'Éléonore s'accéléra, bien qu'elle gardât son expression soigneusement neutre. « De quelle manière ? Je propose que nous passions le mois prochain à faire connaissance en tant qu'égaux. Ni maître et servante, ni millionnaire et femme de chambre, mais simplement Damien et Éléonore, 2 personnes explorant la possibilité d'un avenir ensemble. Et ma position ici sera maintenue, bien sûr. Mais le soir, après que vos tâches soient terminées, j'aimerais vous faire la cour correctement. Des dîners, des conversations, peut-être des promenades dans les jardins quand le temps le permet. » Éléonore étudia son visage, cherchant une indication de ses véritables motivations. « À quelle fin ? Pour que lorsque je ferai ma proposition, ma véritable proposition, vous puissiez prendre une décision éclairée, pas basée sur le désespoir ou les circonstances, mais sur un sentiment authentique. » Les mots restèrent suspendus entre eux comme une promesse, ou peut-être une menace. Éléonore se surprit à penser au volume de poésie qu'elle époussetait lorsque tout cela avait commencé, au vers passionné d'Elizabeth Barrett Browning, sur l'amour qui transcendait les considérations matérielles. Quelle ironie qu'elle se retrouve à vivre une situation que la grande poétesse avait explorée en vers élégants. « Et vos amis ? Votre pari ?» Quelque chose passa sur les traits de Damien, peut-être du regret, peut-être de la honte. Il croit que le jeu a déjà commencé.
Ils s'attendent à ce que je vous poursuive avec la détermination sans faille d'un chasseur traquant sa proie. Ils n'ont pas besoin de savoir que mes méthodes ont évolué. Éléonore se leva et se dirigea vers la fenêtre où Damien s'était tenu. Les ponts s'étaient rapprochés de la maison, leur magnifique plumage captant la lumière de l'après-midi comme des joyaux. De si belles créatures vaniteuses, pensa-t-elle, élevées pour l'apparence plutôt que pour la substance. Vous me demandez de vous faire confiance, me dit-elle sans se retourner, tout en admettant simultanément que vous trompez tout le monde autour de nous. Oui, son honnêteté, brutale et sans ornement, la prit au dépourvu. Elle s'était attendue à une justification, une rationalisation, une tentative quelconque pour rendre sa position plus acceptable. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Parce que je me retrouve sincèrement curieux à votre sujet, Éléonore Beaumont. Parce qu'il y a 3 jours, vous m'avez parlé avec plus d'honnêteté que je n'en ai entendu de quiconque depuis des années. Parce que lorsque vous m'avez regardé, vous n'avez pas vu ma fortune ou mon influence, mais un homme faisant un pari stupide sur des choses qu'il ne comprenait pas. » Elle se tourna alors pour lui faire face, remarquant comment la lumière de l'après-midi soulignait la ligne forte de sa mâchoire, les légères rides autour de ses yeux qui parlèrent de nuit sans sommeil et de décisions pesantes. « Vous pensez beaucoup de mes pouvoirs de perception. Je pense que vous voyez plus que vous ne révélez. Je pense que vous avez survécu à des circonstances qui auraient brisé des esprits moins forts. Et je pense que vous êtes bien plus intéressante que nous ne l'avions initialement réalisé, l'un comme l'autre. » Le compliment, délivré avec une telle conviction tranquille, envoya une chaleur inattendue dans la poitrine d'Éléonore. Elle s'était tellement habituée à être négligée, rejetée, reléguée à l'arrière-plan de la vie des autres, que cette attention concentrée semblait presque accablante. « Que proposez-vous exactement » demanda-t-elle. Damian se leva et se dirigea vers l'élégant bureau de la pièce, retirant une petite carte d'un de ses tiroirs. « Demain soir, si vous êtes d'accord, j'aimerais vous emmener dîner. Rien d'élaboré. Un restaurant tranquille où nous pourrions converser sans interruption. » Éléonore accepta la carte, notant l'adresse d'un établissement qu'elle ne reconnaissait pas. « Et je dois croire que Damien Dubois, cadre moyen, peut se permettre un tel divertissement avec son salaire ?» Un sourire joua au coin de sa bouche. Damien Dubois a économisé son argent précisément pour une telle occasion. Malgré elle, Éléonore sentit ses propres lèvres s'incurver vers le haut, comme c'est fortuit pour lui. En effet. « Accepterez-vous » Éléonore étudia la carte entre ses mains, consciente que sa réponse mettrait en mouvement des événements qui ne pourraient pas être facilement défaits. Une partie d'elle, la partie sensée qui avait appris la prudence par dure expérience, la pressait de refuser, de se replier dans la sécurité de son rôle clairement défini de domestique. Mais une autre partie, celle qui avait autrefois rêvé d'aventure et de romance avant que la vie ne lui enseigne le prix de tels rêves, murmurait que des opportunités comme celle-ci se présentaient rarement 2 fois. « Je devrais m'arranger pour que mes tâches soient découvertes », dit-elle finalement. « Considérez que c'est fait. Madame Hervé a déjà accepté d'ajuster les horaires. » Éléonore haussa un sourcil. « Comme c'est présomptueux de votre part. Plein d'espoir, corrigea-t-il. Alors qu'elle se préparait à partir, la voix de Damien l'arrêta une fois de plus. « Éléonore, il y a encore une chose. » Elle s'arrêta à la porte, ne se faisant pas confiance pour se retourner et lui faire face à nouveau. Quelque chose dans sa voix avait changé, était devenu plus doux, plus incertain. « Quand nous sommes ensemble, durant ces soirées, je veux dire, j'aimerais que vous parliez librement, comme vous l'avez fait dans la bibliothèque. Pas de déférence, pas de mots soigneusement choisis pour éviter d'offenser, simplement vos pensées et opinions honnêtes. Cela pourrait s'avérer dangereux, avertit Éléonore. J'ai des opinions plutôt tranchées sur un certain nombre de sujets. J'y compte bien. » Après son départ, Damien resta dans le petit salon tandis que les ombres s'allongeaient sur le papier peint en soie. Ce qui avait commencé comme un simple pari évoluait en quelque chose de bien plus complexe, et il se surprit à questionner non pas les motivations d'Éléonore, mais les siennes. Il s'était dit qu'il était simplement curieux de son caractère, intéressé à prouver que les théories cyniques de ses amis étaient fausses. Mais la vérité qu'il commençait seulement à reconnaître était plus compliquée. En Éléonore Beaumont, il avait entrevu quelque chose que sa richesse et sa position n'avaient jamais pu attirer, une honnêteté authentique et sans compromis. Elle l'avait regardé ce jour-là dans la bibliothèque et n'avait pas vu une conquête à gagner ou une fortune à revendiquer, mais un homme commettant une erreur fondamentale de jugement sur la nature humaine. Elle l'avait défié, corrigé, traité comme un égal méritant un discours franc plutôt qu'un supérieur exigeant une déférence constante. Quand était la dernière fois que quelqu'un lui avait parlé aussi directement? Quand quelqu'un avait-il regardé au-delà de son personnage public soigneusement construit
pour s'adresser à l'homme en dessous. Ces questions le dérangeaient, plus qu'il ne voulait l'admettre. Damien Dubois avait construit son empire sur le principe que chaque personne pouvait être comprise à travers ses désirs, que chaque relation était finalement transactionnelle. Pourtant, voici une femme qui semblait fonctionner selon des règles entièrement différentes. Ce soir-là, alors qu'Éléonore se préparait à dormir dans sa petite chambre à l'étage des domestiques, elle se surprit à fixer la carte que Damien lui avait donnée. L'adresse du restaurant était gravée en caractères élégants, suggérant un établissement qui s'adressait à une clientèle exigeante, pas le genre d'endroit qu'un cadre moyen fréquenterait habituellement. Mais peut-être que Damien Dubois était le genre d'homme qui économisait son argent pour des occasions spéciales. Peut-être croyait-il, comme elle osait parfois encore l'espérer, que certaines expériences valèrent le sacrifice de confort moindre. Marie, sa colocataire parmi les domestiques, était pleine de questions sur la convocation d'Éléonore au petit salon. La nouvelle s'était déjà répandue dans toute la maisonnée que mademoiselle Beaumont avait été enfermée avec le maître pendant près d'1 heure. Un événement sans précédent qui avait fait jaser des cuisines jusqu'à l'office du majordome. « Il n'était pas en colère, alors ?» avait demandé Marie, son visage rond brillant de curiosité. « Vous n'étiez pas renvoyé ?»« Rien de tel », avait répondu Éléonore avec franchise. « Monsieur Dubois voulait simplement discuter de quelques tâches supplémentaires avec moi. Ce n'était pas exactement un mensonge, bien que ce ne fût certainement pas la vérité complète. Mais Éléonore avait appris il y a longtemps que la vérité complète était un luxe que les domestiques pouvaient rarement se permettre. Maintenant, seule dans l'obscurité de sa petite chambre, elle s'autorisa à reconnaître le frémissement d'anticipation que l'invitation de Damien avait éveillé. Cela faisait si longtemps que personne n'avait désiré sa compagnie pour elle-même, si longtemps qu'elle ne s'était pas habillée pour le plaisir, plutôt que par praticité, si longtemps qu'elle n'avait pas été l'objet de l'attention véritable d'un homme. Mais même en entretenant ses pensées pleines d'espoir, Éléonore se rappela la tromperie fondamentale qui se trouvait au cœur de leur arrangement. Quelle que soit la cour qui pourrait se développer entre eux, elle était bâtie sur un fondement de mensonge. Damien n'était pas le prétendant de classe moyenne qu'il prétendrait être, et elle n'était pas la femme de chambre naïve que ses amis croyaient. La question qui la hantait alors que le sommeil la réclamait enfin était celle-ci. Quand 2 personnes commencent une relation basée sur une tromperie mutuelle, l'affection authentique est-elle même possible? Ou étaient-ils simplement des acteurs dans une pièce élaborée, jouant des rôles écrits par les circonstances et l'orgueil? Le lendemain soir commencerait à fournir la réponse, bien qu'Éléonore soupçonnât que la vérité, lorsqu'elle émergerait finalement, s'avérerait bien plus compliquée que l'un ou l'autre d'entre eux ne l'imaginait actuellement. Dans ses propres chambres plusieurs étages au-dessus, Damien restait éveillé, se débattant avec des questions similaires. Il avait initié cette mascarade pour prouver un point sur la vertu féminine, mais quelque part dans l'espace d'une seule conversation, les paramètres avaient changé. Éléonore Beaumont n'était pas la créature simple et reconnaissante qu'il s'attendait à charmer avec une attention modeste et des gestes d'affection soigneusement calculés. Elle était intelligente, perspicace, et possédait une complexité morale qui l'intriguait et le déstabilisait à la fois. Alors qu'il dérivait finalement vers le sommeil, Damien se surprit à se demander s'il était le chasseur ou la proie dans ce jeu étrange qu'il avait mis en mouvement. Et pour la première fois de sa vie soigneusement ordonnée, il découvrit qu'il ne connaissait vraiment pas la réponse. Partie 3. Le restaurant que Damien avait choisi s'avéra être une révélation. Intime sans être ostentatoire, élégant sans être intimidant. La petite étoile occupait le rez-de-chaussée d'une maison de ville convertie, son éclairage chaleureux et ses murs de briques apparentes créant une atmosphère qui invitait à la conversation tranquille plutôt qu'à l'étalage grandiose. Éléonore, qui s'attendait à quelque chose de bien plus modeste étant donné les supposées circonstances de Damien, se retrouva à la fois impressionnée et méfiante. Elle avait passé la majeure partie de l'après-midi à se préparer pour cette soirée, un luxe qu'elle ne s'était pas accordé depuis des mois. Sa garde-robe, aussi limitée soit-elle, contenait une robe adaptée pour dîner à l'extérieur, une simple création en laine bleu profond qu'elle avait achetée durant sa brève période d'emploi auprès de la famille de marchands. Elle était bien faite mais pas à la mode, élégante mais pas coûteuse, parfaitement appropriée pour une femme aux moyens modestes dînant avec un prétendant de la classe moyenne. Pourtant, alors qu'elle étudiait son reflet dans le petit miroir au-dessus de sa table de toilette, Éléonore se surprit à souhaiter quelque chose de plus sophistiqué, plus digne de l'homme qui l'attendait dans le salon en bas. Cette pensée la troublait. Depuis quand se souciait-elle tant de l'opinion de Damien Dubois sur son apparence? Il était ponctuel à la minute près,
apparaissant à sa porte vêtu de la même tenue soigneusement choisie, qui le marquait comme confortable mais pas fortuné. Pourtant, Éléonore, qui avait passé des semaines à observer l'autorité inconsciente dans son maintien, la confiance innée de ses mouvements, pouvait voir à quel point le déguisement lui convenait mal. Tout chez Damien Dubois proclamait son véritable statut, de la façon dont il tenait ses épaules à l'attente dans ses yeux, que le monde se plierait à sa volonté. « Vous êtes ravissante », dit-il tandis qu'elle le rejoignait, et quelque chose dans sa voix suggérait que le compliment était sincère plutôt que simplement poli. Éléonore sentit la chaleur monter à ses joues. « Merci, bien que je craigne que ma garde-robe ne manque de la variété que de telles occasions exigent généralement. Je trouve que la beauté a peu à voir avec la variété du costume, » répondit Damien, lui offrant son bras. « La vraie élégance ne peut être achetée. » Les mots étaient joliment prononcés, mais Éléonore détecta un courant sous-jacent de sens qui la fit le regarder brusquement. Faisait-il référence aux femmes de son cercle social réel, celles qui dépensaient des fortunes en robes et bijoux, mais manquaient en quelque sorte la qualité même qu'elles cherchaient à atteindre? Ou s'agissait-il simplement du genre de flatterie qui venait naturellement à un homme habitué à charmer n'importe quel public qu'il rencontrait? Le trajet vers la Petite Étoile offrit à Éléonore son premier aperçu du véhicule que Damien Dubois, cadre moyen, était censé entretenir. L'automobile était en effet modeste. Une berline bien entretenue d'un âge respectable, confortable mais sans prétention. Pourtant, Éléonore remarqua des détails qui parlaient de soins coûteux. Les sièges en cuir qui ne montraient aucun signe d'usure, le tableau de bord qui brillait d'un polissage récent, le subtil parfum de luxe qu'aucun nettoyage ne pouvait entièrement éliminer d'un véhicule qui avait été autrefois bien plus cher que son apparence actuelle ne le suggérait. Un choix intéressant de restaurant, observa Éléonore tandis que Damien l'aidait à descendre de la voiture. Plutôt sophistiqué pour quelqu'un avec un salaire de cadre moyen. Il sourit, apparemment pas troublé par sa question implicite. « Je crois en l'épargne pour les choses qui importent le plus. D'ailleurs, un homme devrait occasionnellement s'étendre au-delà de ses limites habituelles. Ne pensez-vous pas? En effet, bien qu'on se demande quelles autres limites pourraient être sujettes à une telle flexibilité, leurs yeux se rencontrèrent par-dessus le toit de la voiture, et Éléonore vit une lueur de quelque chose qui aurait pu être du respect dans son regard. Il s'attendait à ce qu'elle soit impressionnée par son geste, peut-être même submergée par cet aperçu d'un monde au-delà de sa situation actuelle. Au lieu de cela, elle analysait le scénario avec l'esprit analytique qu'il commençait seulement à apprécier. Le maître d'hôtel de la Petite Étoile les accueillit avec cette chaleur pratiquée qui faisait que chaque invité se sentait bienvenu sans être obséquieux. Pourtant, Éléonore remarqua comment ses yeux s'attardaient sur Damien avec une reconnaissance qui semblait en contradiction avec leur supposée méconnaissance mutuelle. Lorsque leur table s'avéra être dans un coin particulièrement désirable, offrant à la fois l'intimité et une excellente vue sur le petit jardin au-delà des fenêtres, elle commença à soupçonner que les réservations de Damien Dubois avaient été faites avec une assistance qui allait au-delà de simples appels téléphoniques. Le menu, lorsqu'il fut présenté, confirma sa certitude grandissante que cette soirée coûtait bien plus qu'un cadre moyen ne devrait raisonnablement dépenser. Les prix, bien que non excessifs selon les normes du revenu réel de Damien, représentaient une portion significative de ce que son personnage fictif était censé gagner. Peut-être, suggéra délicatement Éléonore, pourrions-nous considérer certaines des sélections plus modérément prises? Je détesterais que vous dépassiez votre budget pour moi. La réponse de Damien fut immédiate et révélatrice. S'il vous plaît, commandez ce qui vous plaît. Je veux que cette soirée soit parfaite. Les mots portèrent la confiance aisée d'un homme qui ne s'était jamais vraiment soucié d'argent, et Éléonore archiva cette observation avec toutes les autres qui s'accumulaient comme des preuves dans une affaire qu'elle construisait lentement contre son personnage soigneusement élaboré. Leur conversation, une fois qu'ils eurent commandé, s'écoula avec une naturalité surprenante. Damien s'avéra être un compagnon engageant, cultivé et réfléchi, capable de discuter de tout, de la littérature à l'actualité, avec une intelligence qu'Éléonore trouvait véritablement stimulante. Pourtant, elle restait consciente de la révision minutieuse qu'il appliquait à ses remarques, de la façon dont il évitait les sujets qui pourraient révéler trop de choses sur sa situation réelle. « Vous avez mentionné travailler dans la technologie », dit Éléonore pendant une accalmie dans leur discussion sur un récent développement politique. « Qu'implique précisément votre poste ?» Pendant un instant, Damien hésita, une pause si brève que quelqu'un de moins observateur aurait pu la manquer complètement.
L'analyse de système, principalement. Évaluer l'efficacité, identifier les domaines à améliorer. Un travail plutôt aride, j'en ai peur. Pourtant, vous en parlez avec une satisfaction évidente. Tout le monde n'a pas la chance de trouver l'épanouissement dans sa profession. Et vous, trouvez-vous l'épanouissement dans le service domestique? La question visait clairement à détourner l'attention de sa propre situation, mais Éléonore choisit de répondre honnêtement. Je trouve de la satisfaction dans un travail bien fait, quelle que soit sa nature. Mais j'avoue que mon poste actuel était né de la nécessité plutôt que de l'ambition. Que choisiriez-vous si les circonstances étaient différentes? Éléonore considéra sérieusement la question, frappée par le temps écoulé depuis que quelqu'un s'était enquis de ses rêves plutôt que de ses devoirs. Je pense que j'aimerais enseigner. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à aider de jeunes esprits à découvrir leurs propres capacités, à ouvrir des portes qu'ils ne savaient pas exister. Vous avez de l'expérience dans l'enseignement? J'ai été gouvernante pendant 2 ans avant. Elle s'interrompit, incertaine de la quantité de son histoire qu'elle était prête à révéler. Avant que les circonstances ne changent, termina doucement Damien. Oui, quelque chose dans son ton dut l'avertir contre des enquêtes supplémentaires, car il changea le sujet vers un terrain plus sûr. Pourtant, Éléonore le surprit à l'étudier avec une attention nouvelle, comme si son bref aperçu de vulnérabilité avait révélé quelque chose qu'il trouvait étonnamment captivant. Le repas lui-même était exquis, plat après plat parfaitement préparé, qui témoignait d'un personnel de cuisine maîtrisant les plus hauts arts culinaires. Éléonore, qui s'était habituée à la nourriture simple de la salle des domestiques, se retrouva à savourer des saveurs qu'elle avait presque oubliées exister. Pourtant, même en profitant du luxe, elle restait parfaitement consciente de son coût. « Ceci doit représenter près d'1 semaine de salaire pour vous », observa-t-elle tandis que le serveur leur présentait un dessert élaboré qui ressemblait davantage à une sculpture qu'à de la nourriture. Le sourire de Damien contenait une pointe de reconnaissance contrite. Peut-être suis-je plus extravagant que sage. Mais certaines expériences valent le sacrifice, ne pensez-vous pas? Est-ce le cas? Ou parfois nous convainquons-nous que nos désirs sont des nécessités simplement parce que nous manquons de discipline pour les nier? La question resta suspendue entre eux comme un défi. Et Éléonore vit les yeux de Damien se plisser légèrement, tandis qu'il traitait à la fois ses mots et leurs implications. Elle ne questionnait pas simplement ses priorités financières, mais son caractère fondamental, et ils le savaient, tous les deux. Vous avez une philosophie plutôt austère pour quelqu'un de si jeune, observa-t-il. La nécessité enseigne de dures leçons. J'ai appris à distinguer entre le vouloir et le besoin. Et pourtant vous êtes ici, partageant un repas coûteux avec un homme que vous connaissez à peine. Cela suggère-t-il le vouloir ou le besoin? Éléonore sentit la chaleur monter à ses joues devant la franchise de son défi. Peut-être cela suggère-t-il la curiosité, ou peut-être simplement le désir humain de compagnie après des mois de solitude. Rien de plus? La question fut posée tranquillement, mais Éléonore entendit le poids derrière elle. Il sondait, testant, essayant de déterminer ce qui l'avait motivé à accepter son invitation. Elle se surprit à étudier son visage à la lueur des bougies, remarquant les lignes fortes de sa mâchoire, l'intelligence dans ses yeux gris, l'autorité inconsciente qui informait chacun de ses gestes. « Quelle réponse préféreriez-vous » demanda-t-elle finalement. « Une honnête ?» Éléonore rit doucement, bien qu'il y eût peu d'humour dans le son. L'honnêteté, comme c'est rafraîchissant d'entendre cette qualité valorisée par quelqu'un qui a été moins que franc concernant sa propre situation. La main de Damien s'immobilisa sur son verre de vin. « Je vous demande pardon ?»« Allons, monsieur Dubois. Croyez-vous vraiment que je ne remarquerai pas les contradictions? Le soin coûteux prodigué à votre automobile prétendument modeste? La familiarité aisée avec laquelle le personnel ici vous traite? La façon désinvolte dont vous commandez des plats qui coûtent plus que ce que la plupart des gens dépensent en nourriture en un mois? » Pendant un long moment, Damien ne dit rien. Autour d'eux, les conversations tranquilles des autres convives fournissaient un fond sonore doux à leur silence chargé. Éléonore observa les émotions jouer sur ses traits, surprise, calcul, et peut-être quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Vous êtes très observatrice, » dit-il finalement. « Je suis très pauvre, » corrigea Éléonore. La pauvreté enseigne à remarquer de tels détails. Ils peuvent signifier la différence entre sécurité et danger, entre confiance et trahison. Et laquelle pensez-vous que c'est? Éléonore considéra sérieusement la question, étudiant l'homme en face d'elle avec un regard neuf. La façade soignée se fissurait, révélant des aperçus de la réalité complexe en dessous. « Je crois, » dit-elle lentement, « que vous êtes un homme qui a oublié ce que signifie vivre authentiquement.
Vous êtes devenu si habitué à la performance que vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. L'observation le frappa comme un coup physique. Éléonore le vit tressaillir, vit la composition soignée glisser juste un instant pour révéler quelque chose de brut et vulnérable. C'est un jugement plutôt sévère de la part de quelqu'un qui connaît si peu ma situation. Est-ce le cas? Dites-moi, monsieur Dubois, ou devrais-je dire monsieur Dubois, quand avez-vous eu pour la dernière fois une conversation où vous sentiez que vous pouviez parler sans calcul? Quand avez-vous fait suffisamment confiance à quelqu'un pour la dernière fois pour révéler vos pensées et sentiments authentiques? L'utilisation de son vrai nom sembla le galvaniser. Damian se redressa sur sa chaise, son expression se durcissant en quelque chose de plus familier, le masque d'autorité et de contrôle qu'il portait dans ses affaires. Qu'est-ce que vous suggérez exactement? Je suggère que nous abandonnions cette mascarade et parlions honnêtement l'un avec l'autre. Vous n'êtes pas un cadre moyen. Je ne suis pas la femme de chambre naïve que vos amis croient que je suis, et cette cour élaborée est fondée sur une base de tromperie mutuelle qui ne nous sert bien ni l'un ni l'autre. Éléonore tendit la main vers son verre de vin, remarquant comment sa main tremblait légèrement. Elle s'était engagée maintenant, avait abandonné la sécurité du prétexte pour le territoire dangereux de la vérité. « Vous savez qui je suis ?» dit doucement Damian. « Je l'ai soupçonné dès le début. La façon dont vous vous tenez, l'attente inconsciente que les autres se plieront à vos souhaits, les références désinvoltes à des choses qu'aucun cadre moyen ne saurait. Oui, je sais que vous êtes Damien Dubois des Industries Dubois. Pourtant, vous êtes venu ici ce soir quand même. Je suis venu parce que j'étais curieuse de savoir quel genre d'homme ferait un tel pari sur le caractère d'une femme. Je suis venu parce que je voulais comprendre ce qui pousse quelqu'un qui a tout à chercher quelque chose d'aussi fondamental que la connexion humaine authentique à travers une tromperie élaborée. Damien resta silencieux si longtemps qu'Éléonore commença à craindre d'avoir joué sa main trop rapidement. Quand il parla finalement, sa voix portait un poids qu'elle n'avait pas entendu auparavant. « Vous voulez savoir ce qui me motive ? La solitude, mademoiselle Beaumont. L'isolement particulier qui vient de n'être jamais certain si les gens vous valorisent vous ou votre fortune. L'épuisement de se demander constamment si chaque sourire, chaque mot d'affection, chaque geste d'amitié est authentique ou calculé. » L'aveu resta suspendu entre eux comme une confession, brute et sans garde d'une manière qui transformait l'élégant restaurant en quelque chose de plus intime qu'Éléonore ne l'avait prévu. « Alors vous avez décidé de me tester ?» dit-elle doucement, pour voir si je pouvais passer une certaine mesure arbitraire de vertu qui prouverait que vos amis cyniques ont tort. Initialement, oui, mais quelque part entre la bibliothèque et cette soirée, mes motivations sont devenues plus complexes. Éléonore étudia son visage à la lueur vacillante des bougies, notant la vulnérabilité qu'il luttait pour dissimuler. À quel point complexe? Suffisamment complexe pour que je me retrouve à espérer sincèrement que vous ne faillirez pas à n'importe quel test que cela est devenu. Suffisamment complexe pour que l'idée que vous acceptiez ma proposition uniquement pour la sécurité financière ait commencé à me troubler bien plus que de perdre un simple pari. Le serveur apparut à leur table, s'enquérant discrètement s'il désirait autre chose. Damian le congédia d'un geste avec l'autorité inconsciente de quelqu'un habitué au commandement, un autre petit geste qui renforçait la certitude d'Éléonore quant à sa véritable identité. « Et moi ?» demanda Éléonore quand ils furent à nouveau seuls. « Quel rôle dois-je jouer dans ce drame que vous avez créé? Dois-je prétendre ignorer votre tromperie? Dois-je agir surprise quand la vérité émergera finalement? Que préféreriez-vous » Éléonore repoussa sa chaise et se leva, remarquant comment Damien se leva immédiatement aussi, la courtoisie réflexive d'un homme élevé selon certaines normes de comportement. « Je préférerais l'honnêteté, monsieur Dubois, de nous deux. Si nous devons continuer cette étrange cour, qu'elle soit au moins fondée sur la vérité plutôt que sur une performance mutuelle. » Elle se dirigea vers l'entrée du restaurant, consciente que Damien la suivait de près. L'air du soir était frais contre ses joues brûlantes alors qu'il sortait sur le trottoir, et elle en prit une profonde inspiration, comme si elle essayait de purger ses poumons du prétexte élaboré qui avait entouré leur dîner. « Éléonore !» La voix de Damien l'arrêta alors qu'elle se dirigeait vers la voiture. « Je vous dois des excuses. » Elle se tourna pour lui faire face, remarquant comment les réverbères projetaient des ombres sur ses traits, le faisant paraître plus jeune et en quelque sorte plus abordable que la figure imposante qu'elle avait l'habitude de voir dans les couloirs du manoir de Beauchêne. « Pour la tromperie, pour vous avoir sous-estimé. Mes amis ont parlé de vous comme si vous étiez une créature simple, facilement comprise et manipulée. J'ai laissé leur évaluation grossière influencer mon propre jugement, et j'ai eu tort de le faire. » Éléonore sentit quelque chose changer dans sa poitrine à ces mots,
Pas exactement du pardon, mais une reconnaissance que son admission exigeait plus de courage qu'elle ne lui en avait initialement attribué. Et le pari? Qu'en advient-il? Le sourire de Damian ne contenait aucun humour. Le pari est devenu sans importance. Quoi qu'il se passe entre nous à partir de maintenant n'aura rien à voir avec prouver des points sur la vertu féminine ou le cynisme masculin. Alors avec quoi cela aura-t-il à voir? Il s'approcha, assez près pour qu'elle puisse sentir l'odeur de son eau de Cologne, puisse voir les paillettes d'argent dans ses yeux gris, avec la découverte de savoir si deux personnes qui ont toutes les raisons de se méfier l'une de l'autre peuvent encore trouver quelque chose d'authentique qui vaille la peine d'être poursuivi. Les mots furent prononcés tranquillement, mais ils portaient des implications qui accélérèrent le pouls d'Éléonore. Ce n'était plus un jeu ou un test ou une mascarade élaborée conçue pour prouver un point. C'était quelque chose de plus dangereux et bien plus réel. Cela pourrait s'avérer une découverte coûteuse, avertit-elle. Les choses les plus précieuses le sont généralement, répondit Damien. La question est de savoir si vous êtes prête à risquer le coup. Alors qu'il retournait au manoir de Beauchesne dans un silence complice, Éléonore se retrouva à contempler les révélations de la soirée. L'édifice soigné du prétexte s'était effondré, les laissant tous deux exposés et vulnérables d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Pourtant, plutôt que de se sentir trompée ou manipulée, Éléonore découvrit qu'elle se sentait étrangement libérée. Le fardeau de la performance avait été levé, laissant place au développement de quelque chose de plus authentique. Que ce quelque chose s'avère être de l'amour ou simplement une fascination mutuelle restait à voir, mais au moins ce serait réel. Damian, pour sa part, se retrouva à passer en revue la soirée avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Éléonore Beaumont s'était révélée être bien plus redoutable qu'il ne l'avait imaginé, capable de voir à travers ses tromperies, tout en maintenant sa propre dignité et son sang-froid. Elle l'avait défié, lui avait demandé des comptes pour son comportement, et avait en quelque sorte réussi à le faire sans détruire la connexion fragile qui se développait entre eux. Alors que le manoir de Beauchesne apparaissait, ses fenêtres brillant chaleureusement dans l'obscurité, tous deux comprirent qu'ils avaient franchi un seuil dont il ne pouvait y avoir de retour en arrière. Tout ce qui se développerait entre eux maintenant serait construit sur la vérité plutôt que sur l'illusion, le rendant à la fois plus précieux et infiniment plus fragile que l'un ou l'autre n'avait osé l'espérer. Partie 4. La transformation dans leur relation était à la fois subtile et profonde. Dans les jours qui suivirent leur dîner à la Petite Étoile, Éléonore découvrit que le prétexte élaboré de maître et servante avait évolué en quelque chose de plus complexe. Ils ne jouaient plus des rôles prédéterminés, mais découvraient les personnes qu'ils pourraient devenir lorsqu'ils étaient libérés des attentes rigides de la société. Damian avait abandonné son déguisement de cadre moyen, bien qu'il continuât à s'habiller avec une décontraction étudiée lors de leurs rencontres nocturnes. Ces réunions étaient devenues un rituel précieux, après qu'Éléonore eut terminé ses tâches et que la maisonnée se fut installée dans sa routine nocturne. Elle le trouvait qu'il attendait dans le conservatoire ou la bibliothèque, deux silhouettes se déplaçant dans les grands espaces du manoir de Beauchesne, comme des conspirateurs dans une quelconque rébellion élaborée contre la bienséance. Leur conversation s'étendait sur des territoires qu'Éléonore n'avait jamais pensé explorer avec quelqu'un de la position sociale de Damien. Il parlait avec une franchise surprenante de l'isolement qui accompagnait la grande richesse, de la difficulté à former des relations authentiques lorsque chaque interaction portait le soupçon de motifs ultérieurs. Elle, à son tour, se retrouvait à révéler des aspects de son passé qu'elle avait soigneusement gardés, les circonstances qui avaient conduit à son licenciement du poste de gouvernante, ses luttes pour maintenir sa dignité, tout en acceptant la charité, les calculs prudents nécessaires pour survivre dans un monde qui offrait peu de protection aux femmes sans famille ni fortune. « Vous ne parlez jamais de votre famille », observa Damian un soir alors qu'ils marchèrent dans les jardins baignés de lune. L'air de fin octobre portait l'odeur des feuilles mourantes et la première trace de l'approche de l'hiver, et Éléonore s'était enveloppée dans un châle qu'elle avait hérité de sa mère, une des rares belles choses qu'elle possédait encore. « Il y a peu à dire », répondit-elle, bien que quelque chose dans sa voix suggéra des profondeurs de douleur qu'elle n'était pas encore prête à explorer. « Mon père était pasteur, ma mère la fille d'un petit gentilhomme. Tous deux sont morts quand j'avais 17 ans. La grippe les a emportés à quelques jours d'intervalle. Je suis désolé. » Les mots furent de prononcer doucement, portant une sympathie authentique plutôt qu'une simple convention sociale. Éléonore le regarda, notant comment le clair de lune adoucissait les lignes sévères de son visage. « Vous ne parlez jamais de la vôtre non plus. » Le sourire de Damien ne contenait aucune chaleur. « Mon père était un homme d'affaires brillant,
et un homme froid et calculateur qui considérait les relations comme des alliances stratégiques. Ma mère était une belle femme qui s'est mariée pour la sécurité et a passé sa vie à regretter ce choix. Ils m'ont fourni tous les avantages que l'argent pouvait acheter et aucune compréhension de ce que signifiait être véritablement aimé. La confession resta suspendue entre eux comme un pont, traversant le gouffre de leurs différentes circonstances. Éléonore ressentit une vague de quelque chose qui aurait pu être de la sympathie, ou peut-être de la reconnaissance. Elle avait perdu ses parents à cause de la mort, mais lui avait perdu les siens à cause de la pauvreté émotionnelle. Et peut-être que c'était tout aussi dévastateur. « Est-ce pour cela que vous avez fait votre pari ?» demanda-t-elle. Pour prouver que le sentiment authentique existe encore quelque part dans le monde, Damien s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face complètement. Dans le clair de lune, ses yeux semblaient presque argentés, et Éléonore sentit son souffle se bloquer devant l'intensité de son regard. Peut-être initialement, mais je trouve que mes motivations ont considérablement évolué depuis lors. En quoi ? Au lieu de répondre directement, Damien glissa la main dans sa veste et en retira une petite boîte de velours qui semblait luire dans la pâle lumière. Le cœur d'Éléonore fit un bond alors qu'elle reconnaissait ce qu'elle devait contenir, tandis que son esprit se précipitait pour traiter les implications de ce moment. « Éléonore, dit-il, sa voix portant un tremblement qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, je sais que notre début était non conventionnel, même impardonnable. Je sais que vous avez toutes les raisons de douter de ma sincérité étant donné les circonstances qui nous ont réunis. Mais ce que je ressens pour vous maintenant n'a rien à voir avec des paris ou des preuves ou les opinions d'amis cyniques. » Il mit un genou à terre sur le chemin de gravier, sans se soucier de ses vêtements coûteux, et ouvrit la boîte pour révéler une bague qui coupa le souffle d'Éléonore. Le diamant central captait le clair de lune et le renvoyait en fractale brillante, entouré de pierres plus petites qui créaient une constellation de feu contre le velours sombre. « Voulez-vous m'épouser ? Non pas pour prouver un point sur la vertu ou pour régler un pari stupide entre hommes qui ne comprennent ni les femmes ni l'amour, mais parce que quelque part durant ces dernières semaines, j'ai découvert que vous êtes la première personne qui m'ait jamais vu clairement et ait choisi de rester. » Éléonore le contempla, son esprit tourmenté par l'ampleur de ce qu'il offrait. La bague seule valait plus qu'elle ne gagnerait en une vie de travail honnête, et l'élévation sociale que le mariage avec Damien Dubois apporterait dépassait ses rêves les plus fous. Pourtant, ses considérations semblaient étrangement distantes, comparées à la vulnérabilité qu'elle voyait sur son visage, à la façon dont ses mains tremblaient légèrement en tenant la boîte. « Damien » murmura-t-elle, puis s'arrêta, incertaine de quel mot pourrait possiblement englober la complexité de ce qu'elle ressentait. « Je sais que ça semble soudain », continua-t-il, interprétant mal son silence comme de l'hésitation. « Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance étant donné comment tout ceci a commencé. Mais je vous jure, Éléonore, que ce que j'offre maintenant est authentique. Je vous aime, pas l'idée de vous, pas le défi que vous représentez, pas la façon dont vous me faites sentir à propos de moi-même, mais vous, votre intelligence, votre force, votre refus d'être impressionné par des choses qui importent peu, votre capacité à voir la vérité même quand elle est soigneusement cachée. » Les mots coulèrent sur Éléonore comme une bénédiction, chacun semblant guérir des blessures qu'elle n'avait pas réalisé porter. Personne ne lui avait jamais parlé avec une telle révérence, une telle attention minutieuse aux qualités qu'elle valorisait le plus en elle-même. Pourtant, même si son cœur s'élevait à sa déclaration, une autre partie de son esprit effectuait des calculs rapides. Le timing de cette proposition arrivant si tôt après leur conversation honnête suggérait l'impulsion plutôt que la considération attentive. Et planant toujours en arrière-plan se trouvait le spectre du pari de ses amis, le jeu cruel qui les avait réunis en premier lieu. « Et vos amis ?» demanda-t-elle finalement. « Et le pari qui a commencé tout cela ?» L'expression de Damien se durcit. « Ils ont perdu tout droit d'influencer mes décisions lorsqu'ils ont réduit le sentiment humain à une transaction commerciale. Quoi que je choisisse maintenant, ce sera pour mes propres raisons, pas les leurs. Mais ils supposeront que mon acceptation prouve leur point, que je suis effectivement la chasseuse de fortune qu'ils croyant que j'étais. Vous souciez-vous de ce qu'ils pensent ?» Éléonore considéra sérieusement la question. Les opinions de Marc Auclair et Théodore Perrin ne signifiaient rien pour elle personnellement, mais leurs suppositions la suivraient dans la société, colorant chaque interaction qu'elle aurait avec le cercle social de Damien. Elle serait à jamais marquée comme la servante qui avait épousé son employeur, la chasseuse de fortune qui avait réussi dans ses objectifs mercenaires. « Je me soucie de ce que de telles suppositions pourraient signifier pour vous, dit-elle finalement. Votre réputation, vos relations d'affaires,
Sûrement épouser quelqu'un de mon milieu créera des difficultés que vous n'avez pas pleinement considérées. Damien se leva, fermant l'écrin mais le gardant dans sa main. Éléonore, je vaux plusieurs centaines de millions d'euros. J'ai des intérêts commerciaux sur 3 continents et suffisamment d'influence pour résister à toute désapprobation sociale que mon mariage pourrait créer. Ce que je n'ai pas, et n'ai jamais eu, c'est quelqu'un qui me regarde et ne voit pas des signes de dollars ou d'opportunités, mais simplement un homme qui mérite d'être aimé. L'honnêteté brutale de ces mots frappa Éléonore comme un coup physique. Elle avait passé tellement de temps à analyser ses motivations, à questionner sa sincérité, à se protéger contre la possibilité de trahison, qu'elle ne s'était pas autorisée à reconnaître pleinement ce qui se développait entre eux. « Vous croyez que je vous vois ainsi ?» demanda-t-elle. « Je l'espère, parce que c'est certainement ainsi que j'en suis venue à vous voir, pas comme un moyen d'arriver à une fin ou une solution à un problème, mais comme la femme avec qui je veux passer ma vie. » Éléonore se détourna de lui, ayant besoin d'espace pour réfléchir sans la distraction de son regard intense. Le jardin s'étendait autour d'eux, dans une beauté baignée de lune, chaque arbuste soigneusement entretenu et chaque pierre précisément placée témoignant du monde ordonné que la richesse de Damien avait créé. Pourtant, ils se tenaient là, 2 personnes dont les vies avaient été plongées dans le chaos par une rencontre que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit-elle finalement. La brusque inspiration de Damien lui indiqua que ce n'était pas la réponse qu'il avait espérée, mais lorsqu'elle se retourna pour lui faire face, son expression restait soigneusement contrôlée. « Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. »« Et si je refuse ? Qu'advient-il alors ? Est-ce que je retourne à ma position de femme de chambre ? Faisons-nous comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu ? Éléonore, dit-il doucement, quelle que soit votre décision concernant le mariage, vos circonstances ont déjà changé. Je ne pourrais pas supporter de vous voir retourner à une vie de servitude, pas quand je connais vos capacités, votre éducation, votre potentiel. Si vous choisissez de ne pas m'épouser, je m'assurerai que vous ayez d'autres opportunités. Peut-être un poste de dame de compagnie auprès d'une dame âgée, ou un poste d'enseignante dans une école respectable. L'offre était généreusement faite. Pourtant, Éléonore ressentit une lueur de quelque chose qui aurait pu être du ressentiment. Même sa gentillesse portait le poids de sa richesse, la supposition que ses ressources pourraient remodeler sa vie, indépendamment de ses préférences. Vous achèteriez ma liberté que j'accepte votre proposition ou non ? Quelque chose dans son ton dut l'avertir d'un terrain dangereux, car Damien hésita avant de répondre. Je vous offrirai des choix que vos circonstances actuelles ne fournissent pas. La décision de ce qu'il faut faire avec de telles opportunités serait entièrement la vôtre. Éléonore étudia son visage au clair de lune, cherchant des signes de l'homme d'affaires calculateur qui avait initialement proposé cette mascarade élaborée. Mais ce qu'elle vit était plus simple et en quelque sorte plus troublant. Un homme qui s'était habitué à résoudre les problèmes avec de l'argent, qui ne pouvait concevoir de situation que sa richesse ne pouvait améliorer. « Comprenez-vous » demanda-t-elle doucement, « que votre offre me place dans une position impossible ? Si j'accepte votre proposition, je me demanderai toujours si j'étais motivé par la gratitude plutôt que par l'amour. Si je refuse, j'accepterai la charité d'un homme que j'ai rejeté, ce qui semble à la fois ingrat et hypocrite. » L'expression de Damien changea, alors qu'il traitait les implications de ces mots. « Je n'avais pas considéré... J'essayais d'éliminer l'élément de coercition financière de votre décision, pas de créer une forme différente de pression. Pourtant, c'est précisément ce que vous avez fait. » Ils restèrent silencieux pendant plusieurs minutes, chacun perdu dans la contemplation de la toile complexe que leur situation était devenue. Éléonore se surprit à penser à la poésie qu'elle époussetait quand tout cela avait commencé, à l'exploration passionnée d'Elizabeth Barrett Browning de l'amour qui transcendait les considérations mondaines. Quelle ironie qu'elle se retrouve à vivre au sein de vers qu'elle avait si souvent lus, tout en se sentant si incertaine quant aux émotions qu'il célébrait. « Peut-être, dit-elle finalement, la question n'est pas de savoir si je peux faire confiance à vos motivations, mais si je peux faire confiance aux miennes. » Damien s'approcha, prenant soin de ne pas l'encombrer mais se positionnant là où elle pouvait voir clairement son visage. « Que voulez-vous dire ? Je veux dire que j'ai passé ces dernières semaines à me dire que je participais à cette cour par curiosité, ou par fierté, ou par simple solitude humaine. Mais la vérité est plus compliquée que cela. » Elle s'arrêta, rassemblant du courage pour l'aveu qui la laisserait complètement vulnérable. « La vérité est que quelque part dans l'espace entre notre première conversation et ce moment, j'en suis venu à me soucier de vous plus profondément que je ne croyais possible.
Pas pour votre richesse ou votre influence ou la sécurité que vous pourriez fournir, mais pour l'homme que vous devenez lorsque vous oubliez de jouer, lorsque vous parlez honnêtement de vos peurs et vos espoirs et vos déceptions. Le souffle de Damien se bloqua audiblement. Éléonore, mais se soucier de quelqu'un et lui faire confiance ne sont pas la même chose. Et je trouve que je ne peux pas vous donner la réponse que vous cherchez jusqu'à ce que je comprenne une chose complètement. Laquelle ? Éléonore releva le menton, puisant dans des réserves de courage qu'elle ne savait pas posséder. J'ai besoin de savoir ce que vous avez découvert pendant notre nuit de noces qui vous a tellement stupéfié, parce que quels que soient les secrets qui existent encore entre nous, ils empoisonneront tout avenir que nous pourrions construire ensemble. Damien devint très immobile, son expression se transformant en quelque chose qu'Éléonore ne pouvait pas tout à fait lire. Je crains de ne pas comprendre. Vraiment ? La formulation était assez spécifique dans l'histoire que vos amis raconteraient, que ce que vous découvririez pendant notre nuit de noces vous stupéfierait. Quelle révélation attendait-il ? Quelle découverte prouverait définitivement leur point sur la duplicité féminine ? Le silence s'étira entre eux comme un gouffre, et Éléonore vit la connaissance poindre dans les yeux de Damien. La réalisation qu'elle avait compris depuis le début que le pari de ses amis impliquait plus qu'une simple cour et proposition. Ils s'attendaient à ce que vous découvriez quelque chose qui validerait leur vision cynique des femmes, continua-t-elle implacablement. Quelque chose qui prouverait que je n'étais pas la créature vertueuse que vous croyiez que j'étais. Qu'était-ce, Damien ? Quel secret était-il, si certain que je cachais ? Quand il parla finalement, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Il croyait qu'aucune femme véritablement vertueuse n'accepterait une proposition d'un homme qu'elle croyait être de moyens modestes. Il s'attendait à ce que lorsque la vérité de mon identité serait révélée, vous confesseriez l'avoir su depuis le début, que votre indifférence apparente à la richesse n'était rien de plus qu'une performance élaborée destinée à piéger un mari fortuné. Éléonore sentit les mots la frapper comme des coups physiques. Ils ont parié que j'étais une chasseuse de fortune suffisamment habile pour jouer à être désintéressée par la fortune. Oui. Et vous ? Qu'avez-vous parié ? Les mains de Damien se serrèrent à ses côtés. J'ai parié que vous seriez sincèrement surprise par la révélation de ma richesse, que vos sentiments pour moi étaient authentiques plutôt que calculés. Éléonore rit, bien que le son ne contint aucun humour. Comme vous avez habilement arrangé les choses. Si j'étais restée ignorante de votre véritable identité jusqu'à notre nuit de noces, ma surprise aurait prouvé votre point. Mais puisque j'ai découvert la vérité avant, et choisi de continuer notre cours de toute façon, qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve que j'avais tort de faire un tel pari en premier lieu. Cela prouve que les sentiments humains ne peuvent pas être réduits à de simples transactions ou réponses prévisibles à des stimuli. Vraiment ? Ou cela prouve-t-il simplement que je suis une actrice plus habile que vos amis ne l'avaient anticipé ? La question resta suspendue entre eux comme une accusation, et Éléonore vit Damien tressaillir comme si elle l'avait frappé. « Vous ne pouvez pas croire cela, dit-il. Vraiment ? Après tout, quelle meilleure façon d'obtenir un mari riche que de paraître complètement désintéressé par sa richesse ? Quelle stratégie plus efficace que de sembler voir à travers ses tromperies tout en les encourageant secrètement ? Éléonore le poussait délibérément maintenant, testant les fondations de la confiance qui s'était développée entre eux. Si leur relation ne pouvait pas survivre à une honnêteté complète concernant les soupçons qui persistaient entre eux, alors elle ne méritait pas l'engagement qu'il lui demandait de faire. Si c'était vrai, dit lentement Damien, alors vous auriez accepté ma proposition immédiatement, plutôt que de demander du temps pour réfléchir. Vraiment ? Ou suis-je simplement suffisamment habile pour savoir que paraître réticente rendra mon acceptation éventuelle plus authentique ? Damien la fixa pendant un long moment, son expression passant de la confusion à la douleur et finalement à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Vous me testez, dit-il. Oui, pour voir si mes sentiments pour vous peuvent survivre au même type d'examen cynique que vos amis ont appliqué au vôtre. Oui, et si j'échoue à ce test ? Si je laisse leurs soupçons empoisonnés contaminer ce que nous avons construit ensemble ?» Éléonore sourit, et pour la première fois de toute leur conversation, l'expression contenait une chaleur authentique. Alors vous vous serez montré indigne de la confiance que vous me demandez de placer en vous. Parce qu'un amour qui ne peut pas survivre au doute, Damien, n'était jamais de l'amour. C'était simplement une autre forme de transaction déguisée dans un langage plus joli. Alors que la compréhension se faisait pleinement jour dans ses yeux, Damien sentit quelque chose changer fondamentalement dans sa perception de la femme debout devant lui. Éléonore Beaumont n'était pas simplement intelligente ou forte ou rafraîchissante d'honnêteté. Elle était sage d'une manière que sa richesse et son éducation ne lui avaient jamais appris à être.
Qu'est-ce qui vous convaincrait de ma sincérité ? Demanda-t-il. Le temps, répondit simplement Éléonore. Pas la passion ardente d'une connaissance de quelques semaines, mais l'affection constante qui naît de connaître véritablement une autre personne. Une course sans la pression des paris ou des délais, ou le besoin de prouver quoi que ce soit à des amis cyniques. Combien de temps ? Éléonore sourit à nouveau, et cette fois Damien aperçut quelque chose qui aurait pu être une affection authentique dans son expression. Demandez-moi à nouveau au printemps, Damien, quand le jardin aura traversé son cycle complet de mort et de renouveau, quand nous aurons affronté quelles que soient les tempêtes que l'hiver pourrait apporter, quand nous aurons eu suffisamment d'occasions de découvrir si ce que nous ressentons l'un pour l'autre peut survivre aux épreuves ordinaires qui testent toutes les relations humaines. Alors qu'ils revenaient vers le manoir de Beauchêne, l'écrin à bague soigneusement remis dans la poche de Damien, tous deux comprirent qu'ils avaient franchi un autre seuil dans leur étrange cours. Les jeux élaborés et les tests soigneusement construits avaient cédé la place à quelque chose de plus honnête et infiniment plus fragile. La simple entreprise humaine de deux personnes apprenant si elles pouvaient construire une vie ensemble, basée sur la confiance plutôt que sur la transaction. Qu'ils réussissent restait à voir, mais au moins maintenant, ils tentèrent quelque chose de réel. Partie 5. Conclusion. L'hiver descendit sur le manoir de Beauchêne avec une sévérité inhabituelle, enveloppant le domaine d'une neige qui transformait le paysage familier en quelque chose d'éthéré et d'étrange. Éléonore trouva que la saison convenait à son humeur. Il y avait quelque chose de purificateur dans la façon dont l'hiver dépouillait tout jusqu'à son essence, révélant la vraie structure des choses que l'abondance de l'été avait dissimulées. Sa relation avec Damien avait évolué durant ces mois d'attente vers quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Une cour basée sur une véritable camaraderie, plutôt que sur la passion urgente, ou la stratégie calculée qui semblait guider la plupart des attachements romantiques. Ils passèrent leur soirée en conversation qui parcourait tous les sujets imaginables, de la philosophie à la littérature, aux défis pratiques de la gestion d'un empire commercial qui touchait des vies à travers le globe. Damien avait tenu sa promesse de la libérer des contraintes du service domestique, créant pour elle un poste qui n'était ni domestique ni invité, mais quelque chose d'uniquement adapté à ses talents. Elle servait comme sa secrétaire privée pour les affaires nécessitant discrétion et intelligence, gérant la correspondance avec un réseau d'organisations caritatives qu'il soutenait discrètement, sans la fanfare publique qui accompagnait généralement les entreprises philanthropiques des hommes de son rang. Le travail lui convenait parfaitement, engageant son esprit tout en lui permettant de rester au manoir de Beauchêne durant leur étrange période de cours prolongée. Plus important encore, il la plaçait en position d'observer Damien dans sa capacité professionnelle, de voir comment il traitait les employés, gérait des décisions difficiles, et maniait le pouvoir considérable que sa richesse lui conférait. Ce qu'elle découvrit l'impressionna et parfois la troubla. Damien était un employeur juste qui payait des salaires supérieurs aux normes de l'industrie et maintenait des conditions de travail que beaucoup de ses concurrents auraient considérées comme inutilement généreuses. Pourtant, il était aussi capable d'une efficacité impitoyable quand les affaires l'exigeaient, capable de prendre des décisions qui affectaient des centaines d'emplois avec le même calcul froid qu'il appliquait aux stratégies d'investissement. « Cela ne vous dérange pas ?» demanda Éléonore un soir alors qu'ils examinaient des avis de licenciement qu'il avait approuvés pour une division défaillante, de réduire des vies humaines à des chiffres sur un bilan. Damien leva les yeux des documents étalés sur son bureau, notant la préoccupation authentique dans son expression. Serait-il plus gentil de maintenir un emploi que l'entreprise ne peut pas soutenir, seulement pour voir toute l'entreprise s'effondrer et coûter des milliers d'emplois supplémentaires? Peut-être pas plus gentil, mais plus humain. Les affaires menées uniquement sur des considérations humaines restent rarement viables assez longtemps pour servir les intérêts de quiconque. Parfois, la miséricorde doit être subordonnée aux mathématiques. Éléonore étudia son visage, notant la façon dont ses traits se durcissaient quand il parlait de telles questions, la transformation de l'homme qui citait la poésie durant leur conversation privée en l'homme d'affaires calculateur qui commandait un empire d'entreprise. Et vous ne ressentez aucun conflit entre ces différents aspects de votre nature? Je ressens le conflit constamment, admit Damien. Mais j'ai appris il y a longtemps que le sentiment et les affaires font de mauvais partenaires. Le moment où je permets au sentiment personnel de l'emporter sur le jugement pratique, je deviens inapte à gérer des ressources qui affectent tant de vies. C'étaient des conversations comme celle-ci qui convainquaient Éléonore de la sincérité fondamentale de Damien. Un homme qui visait la tromperie n'aurait jamais révélé le pragmatisme froid qui gouvernait parfois ses décisions, n'aurait jamais permis qu'elle voie les compromis moraux que sa position exigeait.
Pourtant, elle commençait aussi à comprendre pourquoi ses relations précédentes n'avaient pas réussi à le satisfaire. Les femmes de son cercle social, aussi belles ou accomplies soient-elles, s'étaient contentées de jouir des privilèges de sa richesse sans examiner la complexité morale de la façon dont une telle richesse était créée et maintenue. Éléonore, avec son éducation de gouvernante et sa connaissance intime de la nécessité financière, pouvait s'engager avec ses contradictions d'une manière qui à la fois le défiait et le réconfortait. Alors que l'hiver s'approfondissait, leur relation acquit une intimité qu'Éléonore n'avait jamais cru possible entre deux personnes qui ne s'étaient pas encore engagées au mariage. Ils partageaient non seulement des conversations mais des silences, non seulement une communion intellectuelle mais une conscience de la présence de l'autre qui faisait que la séparation, même pour quelques heures, semblait une forme de privation. Ce fut durant l'une des pires tempêtes de la saison, quand la neige avait rendu le voyage impossible et que la maison semblait une île isolée du reste du monde, qu'Éléonore comprit finalement la profondeur de ce qui s'était développé entre eux. Elle avait travaillé tard dans le bureau de Damien, cataloguant les dons à un fonds de bourse qu'ils avaient établi pour les jeunes femmes cherchant une éducation au-delà des moyens de leur famille, quand elle prit conscience qu'il l'observait avec une intensité inhabituelle. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, levant les yeux du registre où elle avait enregistré nom et montant. « Non », répondit Damien, mais sa voix portait une note étrange qui la fit poser son stylo et lui accorder toute son attention. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, où la neige continuait de tomber en épais rideaux qui obscurcissaient tout au-delà du terrain immédiat. « Je pensais à la nuit où je vous ai proposé le mariage pour la première fois, aux choses que vous avez dites concernant la confiance et le temps, et la nécessité de se connaître complètement avant de prendre un tel engagement. » Éléonore sentit son cœur commencer à battre plus rapidement, bien qu'elle n'aurait pu dire si c'était d'anticipation ou d'appréhension. Et je me retrouve à me demander si 6 mois de cours hivernal ont fourni la connaissance que vous jugiez nécessaire. La question resta suspendue entre eux comme un défi, et Éléonore se retrouva à passer en revue les mois qu'ils avaient repassés ensemble, pas seulement les conversations et le travail partagé, mais les petits moments de connexion qui s'étaient accumulés comme des intérêts dans un compte soigneusement entretenu. La façon dont il avait remarqué quand elle était troublée par la correspondance d'anciens collègues qui étaient tombés dans des temps difficiles et avait discrètement organisé de l'aide sans attendre qu'on le lui demande. La soirée qu'il avait passée à lui faire la lecture à haute voix quand elle était confinée au lit avec une fièvre hivernale, sa voix se tissant à travers ses rêves fiévreux comme une encre vers la conscience. Le matin où elle l'avait trouvé dans le conservatoire à l'aube, fixant une orchidée particulière avec une expression de solitude si profonde qu'elle avait compris, peut-être pour la première fois, le véritable isolement que sa richesse lui avait imposé. « Je crois, » dit-elle avec précaution, « que j'ai appris assez pour prendre une décision éclairée. Mais la question n'est pas seulement ce que j'ai appris sur vous, Damien, c'est ce que vous avez appris sur vous-même pendant ces mois. » Il se détourna de la fenêtre pour lui faire face, et Éléonore vit quelque chose dans son expression qui n'avait pas été là lors de sa première proposition, une certitude qui allait plus profond que la passion ou la nostalgie. « J'ai appris que je suis capable de bonheur d'une manière que je n'avais jamais imaginé possible. J'ai appris que la richesse ne signifie rien si elle ne peut pas être partagée avec quelqu'un qui valorise les mêmes choses que moi. Et j'ai appris que l'amour n'est pas l'émotion désespérée et dévorante que je croyais autrefois, mais quelque chose de plus stable et plus précieux, le choix quotidien de placer le bien-être d'une autre personne à côté du sien. » Éléonore sentit des larmes lui piquer les yeux, bien qu'elle n'aurait pu dire si elles étaient nées de joie ou de soulagement, ou de simple reconnaissance de vérité parlée sans artifice. « Et vos amis ?» demanda-t-elle. Et le pari qui nous a réunis, le sourire de Damien contenait une satisfaction qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Marc Auclair a déposé le bilan le mois dernier. Son empire maritime s'est effondré quand ses contrats gouvernementaux ont été annulés suite à une enquête sur ses pratiques de travail. Théodore Perrin fait face à des accusations fédérales pour manipulation de prix qui a gardé des médicaments essentiels hors de portée de ceux qui en avaient le plus besoin. Éléonore le regarda avec choc. Que s'est-il passé ? La justice, je suppose. Bien que j'avoue avoir peut-être joué un petit rôle pour m'assurer que certaines informations atteignent les autorités réglementaires appropriées. Cet aveu aurait dû la troubler, mais Éléonore se retrouva à ne ressentir qu'une satisfaction sinistre. Des hommes qui pariaient sur la vertu des femmes comme si c'était une marchandise à échanger méritaient toutes les conséquences que leurs actions avaient regagnées. Donc le pari est devenu sans objet. Le pari est devenu sans objet la nuit où vous m'avez mis au défi d'examiner mes propres motivations aussi rigoureusement que j'examinais les vôtres.
Ce qui existe entre nous maintenant n'a rien à voir avec leur théorie cynique sur la nature humaine. Damien s'approcha, et Éléonore capta l'odeur familière de son eau de Cologne, remarqua la façon dont la lumière de la lampe soulignait les fils argentés qui parcouraient ses cheveux noirs. Quand ces mèches argentées étaient-elles apparues? Quand les lignes sévères autour de ses yeux s'étaient-elles adoucies en quelque chose de plus abordable? « Éléonore » dit-il, et quelque chose dans la façon dont il prononça son nom fit bloquer sa respiration. « Je me retrouve dans la position particulière de vouloir vous poser la même question que j'ai posée il y a 6 mois, mais pour des raisons entièrement différentes. » Elle attendit, son cœur battant avec une anticipation qui n'avait rien à voir avec les avantages matériels que sa proposition fournirait, et tout à voir avec l'homme qu'elle avait appris à connaître durant leur longue cour hivernale. « Voulez-vous m'épouser? Non pour régler des paris ou prouver des points sur la vertu ou le vice, mais parce que j'ai découvert que vous êtes l'autre moitié d'une conversation que je veux continuer pour le reste de ma vie. » La proposition était plus simple que sa première tentative, mais infiniment plus précieuse pour son manque d'artifice. Éléonore regarda son visage et vit non pas l'homme d'affaires calculateur ou le philanthrope fortuné, mais simplement Damien, un homme qui avait appris à lui faire suffisamment confiance pour révéler son vrai moi sans les masques protecteurs que sa position exigeait habituellement. « Oui, » dit-elle, et le mot sembla transformer l'air même autour d'eux. « Oui, je vous épouserai, parce que j'ai découvert que l'amour n'est pas une question de trouver quelqu'un qui vous complète, mais de trouver quelqu'un qui vous met au défi de devenir la personne que vous étiez destiné à être. » Quand Damien l'embrassa, ce fut avec la révérence d'un homme qui avait finalement compris la différence entre désir et dévotion, entre vouloir quelqu'un et le choisir en pleine connaissance du coût qu'un tel choix pourrait exiger. La bague qu'il plaça à son doigt était différente du diamant élaboré qu'il avait offert des mois plus tôt. Un simple anneau de platine serti d'une pierre unique qui captait la lumière de la lampe comme du feu stellaire capturé. Elle était élégante sans être ostentatoire, précieuse sans être vulgaire, parfaitement adaptée à une femme qui avait appris à apprécier la substance plutôt que le spectacle. « Quand » demanda Éléonore alors qu'ils se tenaient ensemble près de la fenêtre, regardant la neige continuer à tomber sur les terrains où ils avaient marché à travers tant de conversations. « Au printemps » répondit Damien, « quand les jardins fleuriront à nouveau et que nous pourrons avoir un mariage qui célèbre la vie plutôt que la simple acquisition, quand nous pourrons inviter des invités qui se soucient de notre bonheur plutôt que de notre valeur stratégique l'un pour l'autre. » Éléonore sourit, pensant à la petite église où ses parents étaient enterrés, à la poignée d'amis qui étaient restés loyaux malgré ces circonstances réduites, à la cérémonie simple qui marquerait le début d'un mariage construit sur la confiance plutôt que sur la transaction. « Il y a une condition, » dit-elle, et sentit Damien se tendre à côté d'elle. « Laquelle ? Que nous établissions une fondation au nom de vos parents. Quelque chose qui fournit éducation et soutien aux jeunes femmes qui se retrouvent sans ressources ou protection. Que leur héritage ne soit pas la pauvreté émotionnelle qu'ils ont créée, mais les opportunités que leur fils choisit d'offrir aux autres. » Les bras de Damien se resserrèrent autour d'elle, et Éléonore sentit son souffle se bloquer avec quelque chose qui aurait pu être du soulagement ou de la gratitude, ou simple reconnaissance de la grâce que le pardon pouvait fournir. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit-il après un moment. Quelque chose que j'ai découvert à votre sujet durant nos mois de cours, que mes amis auraient considéré comme la validation ultime de leur théorie cynique. Éléonore se recula pour le regarder, notant l'expression sérieuse qui avait remplacé sa joie antérieure. De quoi s'agit-il? Vous n'êtes pas Éléonore Beaumont, gouvernante tombée en disgrâce. Vous êtes Éléonore Beaumont, fille du défunt comte de Valmonde. Votre famille a tout perdu dans une série de mauvais investissements, mais votre lignée est considérablement plus distinguée que vous n'avez permis à quiconque de croire. Éléonore le regarda avec choc, son esprit luttant pour traiter cette révélation. Comment avez-vous découvert cela? Des enquêteurs privés. Je les ai fait rechercher votre passé quand j'ai commencé à envisager de vous proposer le mariage. Pas parce que je doutais de votre caractère, mais parce que je voulais m'assurer que le mariage avec moi ne vous mettrait pas en danger d'une façon ou d'une autre, par des connexions dont je n'étais pas conscient. L'aveu resta suspendu entre eux comme un autre test, et Éléonore sentit le schéma familier de défis et réponses qui avait caractérisé toute leur cour. « Et qu'avez-vous fait de cette découverte ?» demanda-t-elle finalement. « Je n'en ai rien fait. Votre valeur n'a jamais dépendu de votre ascendance, Éléonore, pas plus que la mienne ne dépend de la fortune que j'ai héritée. Nous sommes précieux à cause de qui nous avons choisi de devenir, pas à cause d'accidents de naissance ou de circonstances. » Éléonore sentit quelque chose changer dans sa poitrine,
la dissolution finale de barrières qu'elle n'avait même pas réalisé maintenir. Damien avait découvert son secret et l'avait trouvé sans importance, tout comme elle avait découvert sa richesse et avait choisi de voir au-delà l'homme en dessous. Mes amis auraient dit que votre sang noble explique votre dignité naturelle, votre compréhension innée du comportement approprié, continua-t-il. Ils auraient prétendu que l'éducation se voit, que l'aristocratie ne peut être vraiment cachée quelles que soient les circonstances. Et vous, je dis que la dignité vient du caractère, pas des lignées, que la grâce que je vois en vous a été gagnée par les épreuves, pas héritée par la génétique, que la femme dont je suis tombé amoureux a été façonnée par l'adversité en quelqu'un de bien plus admirable que le privilège seul n'aurait jamais pu créer. Quand le printemps arriva au manoir de Beauchêne, transformant les terres en une symphonie de couleurs et de vie, Éléonore et Damien se marièrent dans une cérémonie qui reflétait parfaitement leur cour peu conventionnel. La liste des invités était petite mais soigneusement choisie, des personnes qui les avaient soutenus à travers diverses épreuves, qui comprenaient que l'union dont ils étaient témoins représentait quelque chose de plus profond qu'une avancée sociale ou une fusion financière. Éléonore portait la robe de mariée de sa mère, modifiée pour s'adapter à sa silhouette élancée, avec la simple bague de platine que Damien avait choisie captant la lumière du soleil, qui traversait les anciennes fenêtres de l'église. Damien, vêtu d'un habit parfaitement taillé qui réussissait en quelque sorte à suggérer le succès sans ostentation, prononça ses vœux avec la même honnêteté soignée qui avait caractérisé toute leur relation. Mais ce furent les mots qu'Éléonore prononça qui seraient rappelés par ceux présents. Un engagement qui transcendait les promesses traditionnelles d'obéissance et de dévotion pour embrasser quelque chose de plus complexe et précieux. Je promets de vous voir clairement, Damien, dans le succès et l'échec, dans la force et la vulnérabilité. Je promets de vous défier quand vous avez besoin d'être défié, de vous soutenir quand vous avez besoin de soutien, et de vous aimer non pas pour ce que vous pouvez fournir, mais pour qui vous êtes quand tout le reste est dépouillé. Plus tard, alors qu'ils dansaient à leur réception dans la salle de bal du manoir de Beauchêne, transformés pour l'occasion en quelque chose de magique, avec des fleurs de leur propre jardin et la lumière des bougies qui faisaient tout sembler briller d'un éclat intérieur, Éléonore réfléchit à l'étrange voyage qui les avait réunis. « Vous demandez-vous parfois ?» demanda-t-elle tandis que Damien la guidait à travers les pas d'une valse qui ressemblait à flotter. « Ce qui se serait passé si vos amis n'avaient jamais fait leur pari ?»« Tous les jours, » répondit Damien. « Je suppose que nous aurions continué dans nos orbites séparées indéfiniment. Vous invisible dans votre service, moi isolé dans ma richesse, deux personnes qui auraient pu être parfaites l'une pour l'autre, ne réalisant jamais ce qui leur manquait. Donc peut-être leur devons-nous une certaine gratitude, malgré leurs intentions cruelles. Peut-être. Bien que je préfère penser que l'amour aurait trouvé un moyen finalement. La vérité a une façon de se révéler, Éléonore, quels que soient les obstacles que nous plaçons sur son chemin. Alors que la soirée avançait et que leurs invités partaient progressivement, Éléonore et Damien se retrouvèrent seuls dans le conservatoire, où ils avaient passé tant d'heures en conversation durant leur longue cour. L'espace était rempli du parfum de jasmin en fleurs et du son de l'eau de la petite fontaine qui avait fourni une bande sonore à tant de leurs discussions. « Êtes-vous heureuse ?» demanda Damien alors qu'ils se tenaient ensemble parmi les plantes exotiques qui prospéraient dans cet environnement soigneusement contrôlé. Éléonore considéra sérieusement la question, pensant à tous les chemins que sa vie aurait pu prendre, à toutes les différentes façons dont cette histoire aurait pu se terminer. Elle pensa à la petite souris insignifiante que ses amis avaient rejetée si dédaigneusement, à la femme de chambre désespérée, qui aurait pu épouser n'importe qui offrant la sécurité, à la fille de noble qui avait tout perdu et reconstruit sa vie sur la détermination et la dignité. « Je suis complète », dit-elle finalement. « Non pas parce que le mariage a comblé un manque dans ma nature, mais parce que j'ai trouvé quelqu'un qui voit tous les différents aspects de qui je suis et valorise chacun d'eux. » Quand Damien l'embrassa cette fois, ce fut avec la confiance d'un homme qui avait finalement appris la différence entre la possession et le partenariat, entre vouloir quelqu'un et choisir de construire une vie avec cette personne. Dehors, les jardins du manoir de Beauchêne fleurissaient en profusion magnifique, témoignage de la beauté qui pouvait grandir d'un entretien attentif, d'une attente patiente, et du genre d'amour qui valorisait la substance plutôt que le spectacle, la profondeur plutôt que l'étalage. Le pari du millionnaire avait été gagné, bien que pas d'une façon que Marc Auclair ou Théodore Perrin auraient pu anticiper. Éléonore s'était effectivement mariée pour l'argent, mais pas de la manière mercenaire qu'ils avaient prédite.
Elle s'était mariée pour la richesse d'esprit qu'elle avait découverte chez un homme qui avait appris à valoriser la vérité au-dessus de la commodité, l'amour au-dessus de la transaction, et le choix quotidien de l'engagement au-dessus de la passion facile du désir temporaire. Et ce que Damien avait découvert pendant leur nuit de noces n'était pas la duplicité ou le calcul, mais simplement la reconnaissance qu'Éléonore Beaumont, qu'elle soit servante ou noble, pauvre ou privilégiée, était exactement qui elle avait toujours paru être, une femme d'intégrité qui avait choisi de l'aimer non pas malgré ses défauts, mais parce qu'elle avait vu au-delà de sa richesse, pour découvrir quelqu'un digne de sa dévotion. C'était, réfléchit Éléonore alors qu'elle s'endormait dans les bras de son mari lors de leur nuit de noces, la surprise la plus parfaite de toutes.